affectivité envers un territoire perdu a fait objet de toute une littérature maghrébine d'expression francophone dans les années 70, 80, 90, notamment chez Taha Ben Jelloun, Driss Shraibi, Mustafa Tlili, et plein d'autres en tout cas, Mohamed Dib aussi, l'Algérien Mohamed Dib, sur la condition de l'exil, l'exil à la fois religieux et historique, pour traduire dans leur roman le mal-être dans une société incomprise et une culture inaccessible. Me vient comme ça à l'esprit le tout premier roman de Taha Ben Jelloun, enfin, c'est un travail en tout cas sur le terrain, La plus haute des solitudes. Voilà. La brisure qu'institue l'exil entretient une mise en questionnement totale de l'être enraciné dans l'absence de lieu et d'espace. L'être enraciné dans l'absence de lieu et d'espace, pour reprendre les mots de la philosophe Hannah Arendt, au lieu d'un enracinement solide et d'une appartenance, c'est une appropriation évanescente de l'espace qui prédomine. La thématique de l'errance surgit, elle n'est pas très loin, elle exprime l'histoire d'une discontinuité géographique, alors que la sortie de la condition de l'exil se forge dans l'invention d'un langage nouveau, d'une synchronisation à la ville et dans l'invention d'un espace favorable pour acquérir une nouvelle généalogie. Entre la première génération qui est venue s'installer en Europe et celle née sur le sol français, le sentiment d'appartenance est passé d'une histoire virtuelle et d'une identification en dérivation à une histoire incarnée et une identité topographique. C'était ma première partie. La deuxième partie, les nouveaux enjeux de l'islam dans l'espace public français. L'évolution de l'islam dans l'espace public français depuis ces dernières décennies nous invite à poser le débat de l'islam en France en des termes qui prennent en compte l'émergence d'une nouvelle citoyenneté qui, d'après le géographe David Gibbon, dans la citoyenneté urbaine pour penser les transformations de la ville, je le cite, ne relève pas de la réclamation de droits politiques électoraux, mais d'un droit à la ville, à ses équipements, à ses espaces publics, et de droits associationnels dans la ville, dans les champs religieux, dans les champs linguistiques, culturels et du logement. Je ferme les guillemets. Les politiques d'intégration menées par les gouvernements successifs ont été largement documentées, commentées par de nombreux chercheurs depuis dans les années 90. À présent, je pense que le débat est autour de cette question, peut-être envisagée dans une perspective différente, celle qui interroge le lien qui soude les membres de la communauté musulmane de France entre eux, la manière dont ils participent à la transformation de l'espace public en y inscrivant leur singularité et la manière de traduire leur rapport avec les valeurs de la société française. Cette perspective horizontale a le mérite d'être intéressante parce qu'elle met en avant l'espace public français en tant que support identitaire, un lieu dynamique où se joue la confrontation des opinions privées, lieu de l'action, de la liaison, de la relation, de l'échange, de la circulation, et donc des voies de communication, de transmission de messages, un lieu qui peut être appréhendé sous forme de support, de code organisé entre émetteurs et récepteurs. Lorsqu'on pose l'espace public au singulier, il est question de lieux où chacun perçoit la garantie de sa propre étrangeté, de sa propre différence. Dans Droit et démocratie, Habermas définit l'espace public en tant que socle mouvant dont les frontières ne sont pas clairement définies et par lequel doivent se dégager les problématiques discutées dans les différentes couches de la société. Je ferme les guillemets. Les pratiques culturelles religieuses et sociales qui s'y confrontent font partie de ces quelques couches dont parle Habermas. Elles participent à la reconfiguration continuelle des contours de l'espace
faisant naître dans les milieux intellectuels et politiques des débats autour de la visibilité de l'islam en tant que nouvelle expression communautaire. De ce point de vue, l'espace public peut être approché comme le lieu qui condense le fait communautaire et incite à l'adhésion massive à certaines valeurs qui se transmettent entre des individus qui communient dans des traditions culturelles ou religieuses partagées. Plutôt qu'un lieu de désinvestissement ou de désengagement, l'appropriation de l'espace public par la communauté des musulmans, de France en particulier, n'est pas une caractéristique épisodique, mais un phénomène désormais permanent et une condition intrinsèque à l'espace lui-même. Alors, d'un côté, nous avons une communauté musulmane qui recrée et consolide ses liens au fur et à mesure qu'elle assimile progressivement l'espace public dans toutes ses échelles. De l'autre, une société, là j'ouvre une petite guillemets pour citer Pierre Manon, un livre qui est sorti en 2016, La condition de la France, la condition de la France, merci. Et là je le cite, et de l'autre côté, une société dans laquelle toutes les formes du commun sont livrées à la critique rongeuse des droits individuels, devenus la source exclusive de toute légitimité. L'idée du philosophe Pierre Manon se recoupe avec l'autre philosophe Étienne Tassin, qui pointe le désinvestissement et le désintéressement en tant qu'effet pervers d'un espace de distanciation qui éloigne excessivement les individus de la communauté, les tenant à l'écart les uns des autres comme autant de nomades dépolitisés. Mais au-delà d'une différenciation comportementale, il s'agit plus précisément d'une opposition entre deux types d'investissement de l'espace qui mettent en perspective deux formes de liaison, celle qui découle de la dispersion des pôles et d'intérêts, délie les attaches et invente les formes symboliques du lien social, et celle qui découle d'une union et d'une transmutation qui tend vers la fusion. Ce dernier investissement, plus proche des communautés musulmanes, décrit le surgissement d'une dimension spatiale en tant que support d'un régime communautaire qui incorpore ses membres comme partie d'un tout identitaire. L'émergence des lieux à dimension religieuse et identitaire, comme les maisons d'édition, les librairies, ça peut être aussi les commerces, les restaurants halal, les mosquées, les salles de prière, etc., sont des lieux d'identification symbolique qui accueillent un nouveau sens public, ça on le sait. Mais elles participent aussi à la condensation du fait communautaire et interrogent les conditions de la sécularité dans un espace configuré selon le sens consensuel. Des thématiques nouvelles jaillissent relatives au risque de dissension et des distances qui pourraient séparer des citoyens revendiquant toutes légitimement leur pleine citoyenneté. Ces nouveaux lieux dessinent les comportements sociaux et culturels perçus comme la manifestation d'une influence antagoniste qui agissante contre les principes de la modernité occidentale. Je saute mes paragraphes. Un des paradigmes qui nous permet d'appréhender cette nouvelle fonctionnalité de l'espace consiste à le penser non pas uniquement comme un repère local ou une spatialité abstraite, mais en tant que lieu ayant des traits existentiels du dessin, du l'être là ou l'être présent. En suivant la démonstration heideggerienne de l'espace, Étienne Tassin ouvre la perspective d'une analyse de la spatialité existentielle du dessin qui le désigne comme être au monde. Je cite, « En raison de sa spatialité originaire de l'être au monde, spatialité existentielle et non catégoriale, l'être au monde doit se comprendre immédiatement comme être avec et coexistence. Cette modalité de l'espace s'inscrit dans la continuité de l'espace commun, celui de la proximité commune dans lequel se tient la matrice phénoménologique initiale du je, tu et il.
Ici, l'espace est présenté comme lieu où s'élabore l'ensemble de pratiques spécifiques et des représentations qui cristallisent, à travers la triade je, tu, il, la cohésion du groupe. C'est un construit social qui peut faire du territoire un langage, une énonciation, un récit, un patrimoine, bref, un espace sémiotisé. J'arrive à la troisième partie, l'espace justement public comme lieu du contre-discours. L'espace cristallise la mémoire collective. Il est le lieu d'expérience identitaire où s'exercent des continuités entre le passé, le présent et l'avenir. Son appropriation se traduit par un agir social, culturel ou religieux, pour donner lieu à un récit forgé autour d'un langage interactionnel. Comme le précise Augustin Berck, le géographe et anthropologue, dans Le lien au lieu, la mémoire identitaire serait de l'ordre de l'expérience et des habitudes relatives au rapport institué à l'environnement. L'idée d'Augustin Berck ouvre la perspective d'une topographie discursive de l'espace public, dans le sens où il est mobilisé pour exprimer un contre-discours qui peut être d'ordre religieux. Mais pas seulement. L'institution des chaînons symboliques, comme les associations, les centres culturels, etc., agissent en tant que principe qui spatialise l'élément identitaire et en tant que propriété sémiotique qui participe à la construction d'un contre-discours fondateur. L'espace mis ainsi en scène s'érige comme un substitut au lien et au temps généalogique rompu pour cause des transplantations migratoires. Une nouvelle articulation du jeu ici maintenant se réalise et se lie ontologiquement. Elle se lie ontologiquement au nouvel espace comme expression d'une identification. C'est en définitive dans une logique interactionnelle que l'enracinement du citoyen musulman dans l'espace public s'accompagne d'un ensemble d'empreintes et de remarques et de marqueurs culturels et religieux, opérant comme des figures de différenciation des lieux dits, perçus comme contre-discours ambivalents en termes d'appartenance. Transformé par les déplacements, parce que je passe un paragraphe où je développe la question justement, le contre-discours et la manière dont il peut être représenté dans la question aussi du déplacement dans l'espace, une manière de transformer l'espace public, transformé par les déplacements, l'espace établi comme une scène où se construisent et se déconstruisent sans cesse les sensibilités sociales. Il s'offre à nous comme le lieu de dérivation et de dérive. Cette manière de se situer dans une logique de distanciation par rapport à leur pays d'origine et par rapport à leur famille, là je parlais dans le paragraphe précédent justement de la nouvelle génération, la manière dont ils ancrent leur existence dans l'espace, ils sortent de l'invisibilisation pour être visibles, une appropriation, hein, c'est plus qu'en tout cas qu'un enracinement, c'est une appropriation, tout en se gardant de toute assimilation totale à la modernité occidentale, rend la perception notamment des femmes et leur existence dans l'espace, quelque part inintelligible, voire même équivoque. C'est un positionnement, ce positionnement soumet la notion même de la modernité à un décentrement à la fois théorique et intellectuel vis-à-vis de l'Occident, donnant ainsi à entendre et à voir le spectacle de l'ailleurs et son étrangeté dans l'espace public. Une telle posture, nourrie de référents culturels exogènes, manifeste des résistances à l'idée d'une logique unique de la modernité occidentale. Alors, j'arrive pour la conclusion. La présence de l'islam en France génère dans l'esprit de nombreux Français l'idée d'un décalage décisif entre une modernité, ce qui est considéré plutôt comme une non-modernité. Le débat autour de ces questions, loin d'atténuer les dissonances, met en évidence sa complexité autour des sémantiques attachées à des chaînes lexicographiques intimement liées à des héritages civilisationnels et culturels. Pour conclure, on peut tirer, il me semble en tout cas pour ce travail, un enseignement utile du rapport entre sentiment d'appartenance et espace. Pour le citoyen musulman né sur le sol français, le pays d'origine des parents est désormais irrémédiablement reterritorialisé dans l'espace français, transformant ainsi une rupture
et en une continuité légitime, et une appartenance symbolique en une appropriation sociale, politique de l'espace. Le processus d'individualisation du croire qui accompagne la transformation des espaces publics dans les sociétés dites libérales n'exclut pas les expériences diverses d'appartenance. Plutôt que de s'exclure, celles-ci, ces manières de croire, s'articulent, se confondent et s'enchevêtrent pour dessiner le rapport pluriel à l'islam et à la citoyenneté française. Merci de votre attention.